Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici? Comment voient-ils l'île évoluer? Quel est leur endroit préféré? Les souvenirs qui les ont marqués? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Raphaël Bézil. Alors bonjour Raphaël, tu es installé à Porquerolles depuis 25 ans si je ne me trompe pas, mais tu connais Porquerolles depuis plus longtemps puisque tu y venais en vacances petit chez tes grands-parents. Tu es entrepreneur, co-gérant d'une société de travaux sous-marins, Porquerolles Marine Service, qui s'est diversifiée depuis quelques années dans plusieurs services dédiés aux professionnels de la mer et aux plaisanciers. Assistance maritime, maintenance à flot, yachting, convoyage. Tu travailles également pour une société qui s'appelle Phare, qui est une société d'entretien et de réparation qui collecte les déchets sauvages et nettoie les plages de l'île pour le parc national. Et enfin, tu es patron bénévole à la SNSM, la Société nationale des sauveteurs en mer. Tu pratiques également la voile, je crois, et tu participes à quelques courses. On reviendra sur ces différents points. Mais pour commencer, Raphaël, est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots où tu es né, où tu as grandi avant de t'installer à Porquerolles, et préciser peut-être ton parcours professionnel que j'ai brièvement dressé? Alors donc moi je suis né à Dessines, c'est dans le Rhône, c'est à proximité de Lyon, c'est dans la banlieue est lyonnaise. J'y ai passé toute mon enfance, mes études également à Villeurbanne. Donc mes études, c'est un DUT ça s'est fini par un DUT de génie civil. Et à partir de ce moment-là, je suis parti dans le sud rejoindre Sabine, qui est encore ma compagne. Donc on a habité quelques années à Toulon, 2 années à Toulon, et après on est venu s'installer provisoirement 1 an à Porquerolles, et on est resté depuis à Porquerolles. Ça c'était en 1994. En 1994. Et depuis on habite à Porquerolles avec Sabine. Et on y travaille tous les deux, et apparemment on va y rester. Voilà. C'est ça, donc tu l'as précisé, tu es en effet le mari de Sabine. Donc Porquerolles, c'est un peu une histoire de famille pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à Porquerolles? Pourquoi à un moment donné vous vous êtes dit, quand vous étiez à Toulon, finalement c'est là qu'on veut s'installer pour de bon? Donc là je pense que je vais rejoindre ce qu'a dit Sabine, j'espère. Ce qui nous a amené à Porquerolles, c'est au moment où on était à Toulon, on avait tous les deux on va dire une activité qui n'était pas forcément très très engageante pour nous, enfin on ne le voyait pas sur le long terme en tout cas. Et donc quand le premier enfant est né, Antoine, en 94, on s'est dit bon, peut-être que ça va être mieux de passer sa première année quand il est dans la poussette au vert, tranquillement, dans un endroit où la crèche est à la proximité, on vit calmement, sans trop de nuisances. Et du coup c'est pour ça qu'on est venu c'est pour ça qu'on avait prévu de passer 1 an à Porquerolles, qui se sont un petit peu allongés. Voilà. Ouais, ça rejoint ce que disait Sabine, donc c'est rassurant. Et l'adaptation, elle a été facile pour vous? Ouais, disons que l'adaptation était assez simple dans le sens qu'on y passait quasiment 3 mois de l'année, enfin étalé sur les vacances scolaires bien sûr. Donc tout l'été, donc 2 mois d'été, voire plus à la fin pendant les études supérieures, les vacances de Pâques, les vacances de février, tout ça souvent. Et donc quand Sabine est arrivée sur l'île, elle a rapidement trouvé une activité dans la peinture, ce qu'elle voulait faire. Et puis j'ai trouvé un travail avec l'entrepreneur général, le mec qui a fait l'entreprise générale sur l'île. C'est-à-dire tu réalisais des travaux d'entretien, de réparation? C'était quoi exactement à ton arrivée, la mission que tu as exercée sur l'île? J'avais des études dans le bâtiment, des études de génie civil, et pas vraiment de poste qui me correspondait par rapport à mes études, mais je suis allé voir l'entrepreneur qui était en place sur l'île. Je lui ai proposé mon CV, il m'a dit écoute, j'ai pas grand chose à faire pour toi par rapport à ton CV, par contre si tu veux j'ai une pelle et un tas de pierres, si tu veux commencer à faire du béton on peut, et j'ai besoin de toi 2 semaines. Et puis du coup ça a duré 2 ans, et puis après à l'issue de ces 2 ans moi je me suis mis à mon compte. Alors justement sur tes activités à Porquerolles, donc tu exerces plusieurs fonctions comme je l'ai expliqué, qui sont toutes en lien de près ou de loin avec la mer ou la nature. C'était un vrai choix? Alors disons que la mer m'attirait, même nous attirait beaucoup. Seulement moi, comme je l'ai dit, j'ai grandi à Lyon, donc j'avais quand même quelques lacunes. Donc c'était difficile au début de travailler directement en relation avec la mer. Donc c'est pour ça que par défaut, je suis allé vers le bâtiment. Bon, cette histoire a duré une 20aine d'années quand même.
dans le bâtiment. Au bout d'une vingtaine d'années, je me suis un petit peu plus spécialisé au travers de cette société qui s'appelle Porquerolles Marine Service. Et du coup, maintenant, je travaille sur l'eau et sous. Tu peux justement m'en parler un petit peu de cette activité, parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Donc ça a commencé, je crois, par les travaux sous-marins. Puis ensuite, vous êtes diversifié. Bon, effectivement, on a plusieurs activités. Au début, ça a commencé par juste la location de matériel et un peu de la plongée spécifique, parce que donc on est 3 associés au sein de cette société. Il y a une personne notamment qui est un ancien plongeur des mineurs, très assez compétente. On a beaucoup travaillé dans le sous-marin au début et après c'est diversifié. Moi j'ai des compétences on va dire plus générales qui sont plus de surface, c'est-à-dire que moi j'ai fait beaucoup de voile et du sauvetage en mer, de la croisière et de la pêche même professionnelle. Et donc du coup en fait, avec cette personne sur l'eau et sous l'eau, on fait un peu le tour de la question quand même. Donc du coup, on a été amené à intervenir dans différents domaines rapidement. On va dire c'est des marchés de niche, ça s'appelle, des choses assez pointues. Ça correspond un petit peu à notre éthique, c'est-à-dire que c'est pas des gros projets lourds. On va dire, on construit pas des ports avec des grosses toupies de béton, etc. C'est pas vraiment ça notre travail. On est plus dans le pointillisme, et c'est plus sur un marché de niche, comme je te disais. Tu peux me donner un ou deux exemples des interventions que vous pouvez réaliser ? Alors nous on a des marchés en cours qui s'installent sur plusieurs années, c'est par exemple le balisage du parc national de Porquerolles, tout ce qui est balisage, donc c'est tout ce qui est bouée d'amarrage dans le port et tout ce qui est balisage et 300 mètres et dangers spéciaux, etc. Enfin tous les dispositifs qui sont mis en place pour les plongeurs. On fait aussi par exemple là en ce moment on travaille pour 2-3 années sur l'île du Petit Ribot là qui est située juste en face de la tour fondue, donc on fait là une espèce de ligne maritime qui est l'île elle va être réhabilitée, que ce soit au niveau des jardins ou au niveau du bâti. C'est un chantier qui va durer 3 ans et nous on a par exemple en charge là, tout le transport du matériel, des matériaux et du personnel par exemple. Et après on a d'autres chantiers qui sont sympas d'ailleurs et qui sont plus ponctuels. Par exemple on vend du sentier sous-marin, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la mise en place. Alors, sentier sous-marin, c'est des espèces de balades, c'est des bouées informatives qui sont dédiées à la balade palmée, c'est-à-dire la Palmas Tuba. On peut voir beaucoup à Porquerolles notamment. Alors il y a celui de Porquerolles où nous on l'entretient, on l'a pas mis en place parce qu'il est en place depuis une vingtaine d'années et autrement il y en a quelques-uns sur tout ce qui concerne le territoire de la communauté de communes de Saint-Tropez, Cavalière. Donc il y en a 3, il y a 3 sentiers sous-marins qui ont été mis en place. Il y en a à Vitrolles aussi, il y en a au Pradé aussi qu'on a mis en place. Voilà. Et puis il y a une activité peut-être qui est un peu plus confidentielle, tout ce qui est yachting, convoyage. Vous aidez également, je sais pas, quand il y a des projets cinéma ou documentaires. C'est des choses qui sont plus annexes pour vous, ou est-ce qu'il peut y avoir un peu de demande sur ces sujets-là aussi ? Si on les prend ponctuellement, c'est des choses annexes effectivement, parce que chaque année il y a des petits projets comme ça qui sont sympas, qui nous changent de notre routine. Enfin, effectivement, ça peut être du cinéma, ça peut être l'encadrement un petit peu spécial pour de la plongée, ça peut être effectivement de l'assistance pour le yachting, pour la grande plaisance. Hein, c'est discret, hein, on ne fait pas d'anniversaire avec des hélicoptères. Et toujours dans le cadre des activités qu'on a le droit de faire dans la sein du parc national. Je travaille aussi pour Thales par exemple pour le mettre au point des radars, pour on servait de cible radaristique pour au large. Plein de choses différentes comme ça qui sont toujours liées à la mer en fait. Ouais, et puis vous êtes une petite équipe, alors peut-être que sur certains domaines vous sous-traitez un petit peu. On est 3 co-gérants en fait. J'ai parlé de Marcus tout à l'heure qui était un ancien plongeur des mineurs, donc qui lui est un peu spécialisé plongée, et il y a Hélène aussi donc qui travaille avec Marcus et moi et qui a aidé à créer cette petite société. Donc Hélène elle nous aide beaucoup en surface puisqu'elle plonge pas sur les bateaux et elle s'occupe aussi un petit peu du relationnel client et c'est d'ailleurs celle qui a mis tout en place le côté yachting et qui s'en occupe. Et depuis 1 an et demi maintenant il y a Arthur qui nous a rejoint. Alors, Arthur il est plus jeune, il a une formation d'océanographie et il est plongeur professionnel aussi, il est scaphandrier professionnel et du coup il va avoir tous ses diplômes de marine marchande et aussi pour pouvoir piloter officiellement les bateaux. Et il y a une 5e personne qui va arriver là au mois de septembre, qui a travaillé 6 mois avec nous l'année dernière. C'est Emilien. Donc Emilien il est plus dédié aux travaux maritimes, on va dire.
Alors ça c'est un peu le volant fixe. Et après effectivement sur des opérations un peu plus compliquées, souvent on s'adresse à des scaphandriers professionnels et quelquefois d'autres personnes qui sont plus on va dire côté bâtiment. On va dire bâtiment quand on fait la réhabilitation de pontons ou des choses comme ça. En 2017 vous avez découvert des objets archéologiques au large de Porquerolles. Ça c'était une surprise, enfin c'était dans le cadre de votre activité ou c'était un hasard cette découverte? Tu pourrais me raconter un petit peu ce qui s'est passé à cette occasion? Alors nous, ça nous arrive en fait souvent de chercher, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et là on a eu la chance de trouver, enfin c'est pas grand chose non plus, hein, il y avait un jas d'encre, donc c'est la partie en plomb des encres des galères romaines, qui servaient à couler l'encre et à la faire accrocher, parce qu'elles étaient faites en bois hein, quand même, et il y avait un mortier et quelques amphores, quelques morceaux d'amphores cassés. L'esprit c'est parce qu'on n'a rien le droit de récupérer sous l'eau. Donc l'esprit c'est de déclarer cette découverte au DRASP qui lui soit vient réaliser des fouilles s'il semble que si ça lui paraît pertinent, soit il nous demande souvent de faire une plongée de sauvegarde, c'est-à-dire de récupérer le matériel qui est affleurant pour qu'il soit conservé. Et donc ce matériel il est actuellement, enfin du coup on l'a laissé au parc national de Porquerolles, il est exposé au fort et à la maison du parc. D'accord, donc on peut les voir. Ouais, on peut les voir. Ouais. Bon après c'est pas du matériel exceptionnel non plus, mais c'est peut-être que s'il y a des fouilles un jour, ça on découvrira plein de choses formidables, ça je sais pas. C'est pas très profond, donc ça a été beaucoup brassé par les vagues et les courants. Concernant ton autre activité et notamment le nettoyage des plages et la collecte des déchets, j'ai lu dans un interview que tu avais fait à Nice Matin en 2009 que tu expliquais que les plages ne sont pas ratissées. C'est une opération qui déstructurerait les couches de sable et de gravier qui se sont formées naturellement. On ramasse les déchets et les bois flottés uniquement de façon manuelle. La présence des feuilles ou mattes de posidonie est indispensable à l'équilibre du littoral. On ne les enlève pas. Est-ce que tu pourrais un petit peu m'expliquer justement cette activité? Donc elle est en lien avec le parc national, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. En quoi ça consiste? Comment vous opérez? On a l'occasion de se croiser de temps en temps, je pense, quand tu es en pleine collecte et nettoyage des plages. Mais voilà, comment ça se passe et est-ce que vous avez un mode opératoire construit et réfléchi avec le parc? C'est effectivement une collecte manuelle de tout ce qui peut être soit déposé par la mer, soit oublié par les visiteurs. C'est en place du 1er avril au 30 septembre, tous les jours. Et après, ça s'étale, on a des passages moins fréquents sur le reste de l'année et voire nuls sur les mois d'hiver. Ce dont tu as parlé là, l'intérêt de la collecte manuelle, en fait, c'est d'éviter le passage et le passage d'engins sur les plages et surtout ce qu'on appelle le criblage, en fait, parce que le criblage, c'est des engins qui filtrent le sable, en fait, et qui ramassent tous les éléments qui sont au-delà d'un certain diamètre. Donc, par conséquent, les éléments végétaux et les cailloux, en fait, les petits cailloux, qui eux aussi ont leur rôle dans le maintien et la conservation des plages. Après, t'as aussi t'as aussi relevé le fait qu'on ramasse les bois flottés, par exemple. Par exemple, les bois flottés, c'est intéressant parce que c'est là où ils sont ramassés sur les plages, c'est pour une question de confort pour les visiteurs. C'est pas une question de préservation en quelque sorte, parce que justement dans le cadre de la préservation il faudrait laisser ces bois flottés sur les plages, ces bois flottés qui viennent naturellement. On parle bien des bois flottés naturels, hein, pas des bois flottés qui ont été façonnés par l'homme, hein, cela on les retire systématiquement. Ils épongent l'énergie des vagues et ils empêchent l'érosion due aux vagues, le bois flotté. Si tu veux, par le fait qu'ils vont capter la vague, ils vont amortir la puissance de la vague et freiner l'érosion, au même titre que les feuilles de posidonie qui viennent s'accumuler là sous forme de mattes et qui d'ailleurs sont bien souvent un petit peu décriées par les visiteurs, parce que ça, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, on les enlève jamais des plages, même si des fois c'est un petit peu dérangeant et considéré comme sale par certains visiteurs. Voilà, ce que je peux te dire, j'en oublie certainement sur les plages. Juste, si, je voulais dire quelque chose sur les plages, parce que c'est intéressant quand même, parce qu'on pousse tout le monde à faire des efforts, et en fait, nous, ça fait 14 ans qu'on fait ce travail avec le parc national. Et alors, il y a une franche évolution au niveau du comportement des gens. Il y a 10-15 ans, là, quand on a commencé, clairement, d'abandonner sa poubelle sur la plage, c'était journalier. Aujourd'hui, c'est un geste qui n'existe plus
plus du tout. C'est un geste qui n'existe plus du tout. Et ça va plus loin que ça. Les gens, non seulement, ils vont se débrouiller pour trouver une poubelle pour pouvoir acheter leurs déchets. Et en plus, quand ils vont cheminer pour chercher cette poubelle, s'ils croisent des déchets qui sont arrivés par la mer, ils vont d'eux-mêmes les ramasser et les mettre à la poubelle. Et ça, c'est quand même une évolution qui est tellement positive que c'est intéressant de la souligner. Et autre chose par rapport, alors il y a deux autres problèmes qui sont, on va dire, qui sont sur les plages, qui sont visibles sur les plages, parce qu'après on peut parler d'autres choses qui sont invisibles. C'est les mégots et les papiers toilettes en arrière-plage. Du coup, ça, on commence à avoir une espèce de prise de conscience et il y a quand même une évolution légère depuis 2 ans, on va dire, légère. Mais donc, bon, c'est on peut se réjouir de la prise de conscience des gens et du fait qu'ils, maintenant, c'est vrai qu'on voit rarement maintenant des gens balancer, ce qui était monnaie courante il y a encore 10-15 ans, hein, mais balancer un plastique. Peut-être que maintenant, ceux qui sont un peu plus coupables les enfouissent. Vous avez peut-être un peu plus de travaux de ratissage, non? Je sais pas, il reste pas quand même quelques petits sachets enfouis dans le sable discrètement? Là tu as raison, dans le sens qu'il y a quand même toujours quelques personnes qui considèrent que les déchets, ils vont les laisser sur place. Le problème, c'est le voisinage, c'est-à-dire que maintenant les voisins de plage, ils vont pas hésiter à signaler à la personne quand elle va se lever qu'ils oublient quelques trucs sur la plage. Donc pour éviter ce genre de situation, ça arrive qu'il y ait des personnes enfouissent. Alors on a des alliés qui sont un peu surprenants, et c'est parce que toutes les nuits les plages sont parcourues et par des rats et au matin par les goélands. Et eux, ils retrouvent ces papiers et les déterrent en fait, parce que je pense par rapport à l'odeur. Donc c'est eux qui nous les révèlent. Bon, maintenant c'est des comportements qui sont très rares. Enfin, sur la masse de touristes qu'on accueille chaque jour, ça va être 1 ou 2 personnes maximum. Hein. Donc c'est quand même une franche avancée. Et pareil, le fait il y a plus de plaisanciers qui jettent leurs déchets en mer. Ça n'existe plus. Tous les déchets qui sont dans la mer, ils viennent du bord des routes, ils viennent des ports, ils viennent des poubelles qui se renversent. Mais certainement pas de personnes qui jettent leurs déchets directement en mer. Le problème aujourd'hui, s'il y a des plastiques dans la mer, il vient de la terre en fait, clairement. Hein. De toute façon, on le voit, hein, quand on a un embouteillage, courir à droite et à gauche d'une autoroute, rapidement on peut constater que c'est recouvert de plastique, et ce plastique, dès qu'il va pleuvoir, il va partir dans le petit ruisseau, dans la petite rivière, dans le fleuve et dans la mer. Justement, dans cet article, il était noté qu'il y avait 61 mètres cubes qui avaient été recueillis en 2008 de déchets laissés par les visiteurs. J'imagine, ça devait être sur l'ensemble de l'année, mais je pense que la plupart se faisaient pendant l'été. Est-ce que tu sais à peu près combien il y en a aujourd'hui? Alors juste, c'est pas laissé par les visiteurs, hein, c'est des déchets qui ont été recueillis sur les plages. Donc on va dire que 80% quand même, ça vient quand même quand il y a des fortes pluies ou d'Italie par le biais du courant, ce qu'on appelle le courant Ligure, hein, cette espèce de tapis roulant de flotte qui longe les côtes italiennes et après qui longe nos côtes et qui finit en Espagne. Hein. Faut savoir que nos déchets ils partent en Espagne. Hein. Et par contre, ce chiffre-là, il est en constante baisse depuis 2008. Il est en constante baisse et aujourd'hui, on est à la moitié à peu près. On est à la moitié. Ah ouais, c'est pré-évolution, donc en 10 ans. Alors après, ça peut varier d'un coup, dans le sens que si on a une grosse inondation, une grosse pluie là dans la rade d'hier, et qu'on a un vent qui nous fait échouer tout ce qui a été amené par le Gapo, le Var, etc. On peut ramasser 10-15 mètres cubes d'un coup qui va venir s'écraser sur les plages de Porquerolles. Alors que ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas eu de gros problèmes comme ça, mais bon. Mais voilà, c'est lié davantage aux conditions climatiques qu'au comportement inadapté des visiteurs. Des visiteurs. Après, c'est lié aussi au comportement inadapté d'autres visiteurs ailleurs. C'est le bord des routes, clairement, c'est le bord des routes, c'est les plastiques qui s'envolent sur les ports, etc., qui posent problème aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez retrouvé de plus insolite sur les plages? Est-ce que tu as des souvenirs de trucs où tu te dis mais c'est pas possible, comment ça atterrit ici? Bon, hormis le fait que des fois on retrouve toute la tenue, donc le gars il est quand même arrivé habillé, s'est déshabillé, s'est baigné, il est parti en slip, ça c'est un point. Le plus insolite, c'est quand même un fauteuil roulant. Ah, un fauteuil roulant? Voilà, abandonné. Donc là... Ils ont mis où là? Non mais peut-être... Tu t'imaginer. Peut-être qu'il y a eu un miracle, dans ce cas-là c'est dommage qu'on n'ait pas su, parce qu'on aurait pu créer un petit commerce intéressant et faire de la concurrence à Lourdes, mais on a retrouvé un fauteuil roulant. Et après on a retrouvé plein de choses un petit peu marrantes, des camps. D'ailleurs à la Licasse on a retrouvé un campement pour 100% autonomie, mais on n'a jamais trouvé la personne.
il y avait quand même un poêle à bois pour faire fumer du poisson à l'intérieur de la tente. Et un matelas en posidonie. Enfin, pas mal de choses comme ça. Vous en faites quoi de ce que vous récupérez? Alors ce qu'on fait, on le ramène soit à la mairie, aux objets trouvés, soit on le pose sur ce qu'on appelle le banc des merveilles. Et après souvent, de toute façon ça repart dans le circuit, je sais pas par qui, pourquoi, mais ça repart. Pour ceux qui ne connaissent pas le banc des merveilles, c'est l'endroit où on peut trouver par définition des merveilles laissées par les estivants ou les gens de passage. S'agissant de ton activité à la SNSM, est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? C'est quelque chose que tu exerces à quelle fréquence et tu fais quoi exactement? J'avais rencontré Michel Ribis, qui est un ancien, je crois, de la SNSM. Oui, ça me parle bien sûr. Avec Michel, on a passé du temps ensemble sur le bateau. Parce que moi ça fait 20... ça fait 20... combien de temps, 26, 27 ans que je suis là, et ça doit faire 26 ans que je suis à la SNSM. Donc j'ai commencé par tout en bas de l'échelle, à canotier, et puis assez rapidement, du coup, j'ai été amené à patronner le canot. Alors le canot, il faut savoir que c'est un petit canot SNSM, c'est pas une classe 2. C'est des bateaux qui font 10 mètres 25, qui sont pas tout le temps, qui peuvent pas sortir par toutes les météos. Mais le côté intéressant, c'est qu'il est complémentaire à la vedette de hier, qui elle est un canot tout le temps, mais un canot un peu plus lourd à mettre en œuvre. Donc ils sont 6 personnes minimum, nous on est 3 personnes minimum sur le bateau. Et nous, ça nous permet aussi, par le fait que c'est un petit bateau, on peut s'approcher très près et des plages et des bateaux qui sont en détresse. Mais par contre, on ne peut pas aller faire de remorquage au large par gros mauvais temps. J'insiste par gros mauvais temps, parce que c'est quand même des bateaux qui sont étudiés pour le mauvais temps. Du coup, tout ça pour dire que la SNSM, comment ça fonctionne? Ça fonctionne, à la base, c'est quand même une association qui est destinée au secours en mer, au secours à la personne en mer, qui aujourd'hui fait aussi du secours au matériel, on va dire. Alors il faut savoir que le secours au matériel, enfin le remorquage, c'est payant, ce qui n'est pas le cas pour le secours à la personne. C'est mis en œuvre par le CrossMed. Le CrossMed, c'est lui qui régit tout ce qui est sécuritaire au niveau de la zone maritime qui est affectée. Donc tout ça va quasiment jusqu'à la Sardaigne. Enfin pas pour notre bateau, mais pour le CrossMed, qui dispose de plusieurs moyens SNSM dispatchés sur le pourtour. Le rythme des sorties, là c'est pareil, il y a eu quand même une vraie évolution. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était devenu presque un service que les bénévoles de SNS pouvaient rendre dès qu'il faisait mauvais temps. On était des fois appelés par des gens qui ne voulaient pas rentrer par leurs propres moyens, qui avaient un bateau qui était tout à fait capable de naviguer, mais qui se sentaient pas, qui pensaient que c'était un espèce de service complémentaire à tous les services qu'il peut y avoir mis en place dans un port ou sur le pourtour de l'île. Là. Donc c'était pas vraiment le cas. Donc il y a eu quand même un petit recadrage. Et du coup on est moins sollicité parce que quand même à la base c'est du bénévolat. Donc nous on arrête tout à faire cessante dès qu'il y a une alerte. Moi par exemple mon rôle c'est que je suis prévenu par le CrossMed d'une détresse, qui met en œuvre des moyens de secours, c'est lui qui déclenche les secours et qui les adapte un petit peu au problème. Donc moi je suis prévenu par le CrossMed qu'il y a une détresse, il m'explique rapidement les tenants et les aboutissants, et à partir de ce moment-là je confectionne un équipage avec le peu de personnes qui sont disponibles et qui vont être compétentes pour ce problème, et du coup on intervient sur le problème. Voilà. Souvent ça se finit par un espèce de remorquage ou si c'est des personnes qui sont blessées ou on assiste à l'hélitroyage, on peut faire hélitroyer des personnes, etc. Enfin, tout secours, la recherche aussi de personnes qui est tombée en mer, de la recherche de matériel des fois. Voilà, c'est un petit peu notre... T'as eu des expériences difficiles? T'as vécu des choses difficiles? Bon, une expérience très très difficile que tous les porquerolais se souviennent, c'est que jeune, oui... un jeune de l'île qui était parti plonger tout seul en apnée, enfin chasser tout seul, et qui malheureusement a fait une syncope à 14 mètres de fond, et du coup qui n'est jamais remonté, et qu'on a retrouvé juste le lendemain. Donc ça c'était très très compliqué à gérer pour tout le monde. Pour tout le monde, ça c'est vraiment clairement l'expérience la plus difficile. Et après bien sûr on a assisté des bateaux de plongée qui avaient eu des décès à bord, etc. Ça c'est quand même les expériences les plus compliquées. Après heureusement c'est très rare, et après c'est quand même plus souvent du matériel, on va dire, du matériel. Ouais,
Tu avais participé aussi à la recherche du jeune anglais. J'ai le souvenir, on était en vacances et tous les porquerolais étaient à sa recherche. Non, ça me parle, j'ai pas participé pour la simple et bonne raison que j'étais sur l'île Dieu. Et c'était assez bizarre parce que l'île Dieu vivait ce moment comme si c'était chez eux. Ben, je pense que c'était sur le... On en parlait beaucoup dans la presse nationale. C'était relayé quasiment en direct par différents médias. Et du coup, l'île Dieu était approprié aussi ce problème, du fait que c'était une espèce de solidarité d'Iliens et qui comprenait clairement qu'est-ce que ça impliquait pour une île. Mais j'ai pas participé à ces recherches en direct. Je les ai vécues à distance, effectivement. En plus, il y avait des conditions climatiques. Enfin, nous, on y était cette semaine-là sur l'île et c'était assez... ça laisse un souvenir hyper marquant parce c'était, tu sais, la Toussaint. Il faisait sombre. Puis il y avait du vent très fort, et il y avait beaucoup de vent et tous les porquerolais étaient sur tous les chemins. Enfin, c'était assez saisissant. Est-ce que tu pourrais me dresser une journée un peu type, sachant que j'ai bien l'impression qu'elles ne se ressemblent pas toutes, mais voilà, une journée type pour toi en été par exemple, ça ressemble à quoi ? Alors en été, la période d'été qu'on va prendre juillet-août, nous on fait beaucoup d'assistance dans ces moments-là. Donc on fait entre autres la sécurité du port, donc pour tous les problèmes qui sont dus soit au ce qu'on appelle les pandilles, toutes ces cordes qui servent à amarrer les bateaux, qui s'en mêlent souvent dans les hélices, ou l'échouage, ou des pannes, etc. Plus de l'assistance au large, on va dire. Alors là on parle d'assistance pure, on travaille avec des assurances qui nous mandatent pour des problématiques souvent de panne moteur qui sont assez simples à résoudre, ça se limite à du remorquage. On attend un petit peu le malheur des autres, si tu veux, en fait, en clair. On vit du malheur des autres l'été. Mais du coup, on est relativement tranquille. On ne fait pas de grosses opérations, ni de plongée, ni de travaux, parce que tout est en place en fait. Nous, notre grosse période, elle est au printemps et à l'automne. C'est-à-dire quand on met en place tout ce qui est balisage, etc., sentier sous-marin, ce qu'on veut, ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, et on le retire en octobre. Là, juillet-août, on a quelque part la chance d'être un tout petit peu tranquille. Le matin, collecte des déchets, et ensuite, vous attendez l'appel des malheureux qui ont besoin de vous. Ouais, c'est deux entités différentes. Ouais. Le matin, c'est collecte des déchets, on va dire. On fait la tournée des plages, mais ça, c'est très tôt. Hein. Enfin, c'est très tôt. Tout est relatif, mais ça doit être fini à 9h30 en tout cas. Ouais. Ça doit être fini à 9h30. Donc les estivants arrivent. Voilà, c'est pour laisser à peu près propre et disponible les plages. Et puis après, on est un petit peu soit sur l'eau, soit sous l'eau. J'ai l'impression que tu as une activité qui est un peu plus étalée, c'est-à-dire quand tu me dis le printemps, l'automne, par contre l'activité est plus dense. C'est vrai que les gens qui bossent ici, ils sont dans le rush. On va dire mai, juin, juillet, août, septembre, là il y a encore un peu de monde. Disons que l'été tu subis moins, tu as l'impression de subir moins la saison que les porquerolais qui sont en restauration ou ce genre de choses ou pas. Ah oui, mais carrément, moi j'ai la chance de profiter de l'été en fait. Je suis un des rares porquerolais qui travaille à Porquerolles et qui peut profiter de l'été en fait, qui peut aller se baigner quasiment tous les jours et qui peut prendre un tout petit peu de temps en juillet, août. Donc non, ça c'est un vrai luxe que j'essaie de garder d'ailleurs. C'est pas facile. Alors, en parlant justement de tes activités, plus de l'ordre du centre d'intérêt des passions, j'ai vu que tu faisais de la voile. Ça t'est venu, alors sûrement pas à Lyon, quoique il y a quelques plans d'eau au grand large par exemple et tout ça. Ça t'est venu comment la passion pour la voile et est-ce que tu as l'occasion de pratiquer beaucoup, de participer à quelques courses ? Tu l'as dit, et c'est vrai, c'est marrant, ça m'est venu, la passion m'est venue en fait au grand large, tu vois, pour les sorties, les sorties scolaires, les sorties voile au collège. Et je me rappelle, j'adorais particulièrement l'odeur du polyester, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est quelque chose que j'adorais. Et après, du coup, moi je venais tout le temps en vacances ici, donc on bricolait, on s'amusait avec les bateaux quand on était gamin, là déjà, moi j'adorais ça. Et quand on s'est installé avec Sabine, rapidement, on a mis tous les deux le bateau, mais ça je pense que Sabine va te la raconter aussi, rapidement on est parti. Dès qu'on a eu les deux enfants qui ont été nés, donc le grand il avait 4 ans et demi et le petit il avait 6 mois ou 7 mois. Rapidement on est parti une année entière en bateau pour faire une espèce de ce qu'on appelle une espèce d'année sabbatique et on a fait le tour de la Méditerranée avec les enfants. Donc ça nous a mis le pied à l'étrier au niveau de... parce qu'on n'avait pas vraiment de connaissances, hein. On a appris sur le tas, on va dire, mais c'est une bonne école. Hein. Et même c'est une bonne école au niveau familial.
Au niveau du groupe, c'est aussi une bonne école, je crois. Et on est parti 1 an. Du coup, après, on a navigué. Donc ça, c'était sur un bateau qui faisait une douzaine de mètres, un voilier. On a fait le tour de la Méditerranée. Et après, on est revenu à Porquerolles. On s'est remis un petit peu à travailler quand même. Mais par contre, chaque année, on se gardait 2 ou 3 mois. On partait avec les enfants 2 ou 3 mois naviguer. On descendait souvent d'ailleurs en Tunisie chercher du matériel pour Sabine. Et tout ça en faisant l'école en parallèle avec les enfants. C'était pas le CNED, on faisait pas le CNED. On se mettait raccord avec les profs pour essayer d'avancer en phase avec l'avancement de la classe et de rester un petit peu cohérent par rapport au reste de la classe. Et ça, on a fait plusieurs années jusqu'à que le grand soit en seconde. Quinzaine d'années alors. Ouais. Et en parallèle, du coup, moi j'ai passé des diplômes de marine marchande, des diplômes de commandement de marine marchande. Et j'ai fait 2 ou 3 ans la pêche professionnelle. Enfin, donc sur les pointus, ce qu'on appelle les pointus, les petits bateaux traditionnels. Et poser des filets, relever des filets et pêcher aussi un petit peu avec les hameçons. Mais ça, professionnellement parlant, donc c'était devenu mon métier pendant 2-3 ans. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une autre vision de la mer. J'ai commencé aussi la plongée, je fais beaucoup de chasse sous-marine, la plongée, et aussi la régate. Donc la régate, du coup, maintenant, je navigue avec un équipage fixe là, depuis, on va dire, 5-6 ans. Et on fait tout ce qui s'appelle le circuit IRC, c'est des bateaux qui font entre 10 et 15 mètres. Le nôtre, en l'occurrence, il fait une quinzaine de mètres. Et c'est un circuit IRC, c'est le terme anglais, je ne me rappelle plus vraiment. Et c'est un circuit de régate qui s'étale un petit peu sur la Méditerranée française. Et française et italienne aussi beaucoup. Et du coup, c'est des régates qui sont... C'est combien de courses dans l'année à peu près ? Bon, si moi je peux pas malheureusement toutes les faire, mais ça fait une dizaine de courses. Et les plus connus, par exemple, c'est la semaine de Porquerolles, les voiles de Saint-Tropez, le Tour de Corse, la SNIM à Marseille. Voilà, c'est ce genre de régate qu'on fait régulièrement avec un équipage d'une dizaine de personnes. Et les courses de Porquerolles, tu les fais toutes ou pas ? Il y en a qui sont plus ou moins sérieuses ou ludiques. Tu les fais, tu t'y participes, c'est un événement, c'est des moments importants, sympas pour toi ? Ouais, du coup, la course officielle, la grosse course officielle de Porquerolles, ça s'appelait la semaine de Porquerolles, maintenant ça s'appelle la Porquerolles Race. Donc ça, c'est où il y a, on va dire, un petit peu d'enjeu, pas vraiment d'enjeu, mais c'est là où tout le monde se prend vraiment au sérieux, on va dire. Et après, il y a notre régate qui est connue, c'est la Porquerolles Cup. Alors ça, c'est plus de l'amusement. Il faudra regarder les instructions de course qui reflète bien l'esprit de la course. Il faut aller rejoindre son embarcation par tous les moyens possibles. Il y a un côté quand même collant. Donc voilà, l'esprit, c'est de partir de la plage à la rame ou à la nage, mais en tout cas d'être non motorisé. Ouais. Le départ, c'est pareil, on hisse les bateaux sont à l'ancre, et c'est pareil, le départ, c'est non motorisé, on hisse les voiles et on fait le tour de l'île. Dans un sens ou dans l'autre, on prédéfinit la veille le sens qu'on va privilégier et on fait le tour de l'île et c'est le premier arrivé qui a gagné. Alors ça c'est plus le folklore. Après il y a de régates aussi auxquelles on participe souvent avec Sabine, aussi pour la beauté du truc, c'est la Porquerolles classique, donc c'est avec des vieux gréements. Donc ça c'est juste des bateaux qui sont magnifiques et c'est des belles images qui restent gravées. Et il y a une dernière régate, mais du coup je la fais pas souvent parce qu'elle n'a pas lieu souvent. En fait, c'est la Porquerolles au clair de lune. Et c'est un tour de l'île au clair de lune, mais le problème c'est que donc ça, en fait, ça devait être, tu vois, par exemple, ça avait lieu cette nuit, la nuit qui vient de passer. Ouais, c'est pleine lune. Et il y avait mais par contre, il y avait la pleine lune, mais pas de vent. Elle a été annulée comme souvent, en fait. Le problème plus confidentiel, on en parle moins cette course. Elle est plus confidentielle du fait que elle a rarement lieu dans le sens qu'à cette époque-là, il y a la nuit, il y a soit beaucoup de vent, soit pas du tout de vent. Est-ce que tu as d'autres passions en dehors de la voile ? Non, globalement, moi, ma passion, c'est la mer, mais c'est la mer sous toutes ses formes. Donc, que ce soit sous l'eau ou sur l'eau, mais vraiment sous toutes ses formes. Mais en fait, c'est souvent lié. En fait, peut-être pas la mer, plus l'eau, on va dire. Plus l'eau. Même les rivières, etc. Ça, c'est ma passion. Et puis après, les décliner sous plein de formes, mais globalement, c'est ça. Alors maintenant j'ai une petite série de questions sur ton lien à Porquerolles. Est-ce que tu as déjà quitté Porquerolles pendant une longue période ? Alors j'ai cru comprendre que oui, parce que quand vous partiez par exemple naviguer 2-3 mois, est-ce que le fait d'être loin de l'île, l'île a pu te manquer à certains moments et est-ce qu'il y a une certaine attraction ? Alors voilà, Porquerolles, est-ce qu'à un moment donné ça peut manquer
Alors là, j'imagine qu'il y a peut-être plus des envies de partir en ce moment, mais... en fin de saison, de faire un petit break. Non, ouais, du coup, Porquerolles, je pense que c'est... Bon, ça te l'a dit, c'est un peu chez nous. Maintenant, c'est devenu chez nous, au fil du temps. Hein. J'ai vécu plus longtemps à Porquerolles qu'ailleurs. Alors après, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que nous, chaque fois qu'on part en vacances, on part en bateau ou en voiture, souvent on se retrouve dans les îles avec Sabine. Parce que une île, c'est bourré de codes, et une fois qu'on maîtrise les codes, c'est très facile. Hein. C'est très facile. Donc, quelque part, on a toujours un petit peu de chez nous quand on part en vacances. Après, le Porquerolles, c'est assez parfait, c'est très joli, et puis du coup, on retrouve volontiers sa petite île. Après, qu'elle nous manque, bien sûr, c'est un peu notre base. Hein, donc, au bout d'un moment, ça nous manque un petit peu, mais c'est bien que ça nous manque. C'est bien que ça nous manque. Ça nous donne. Il y a besoin parfois de créer ce manque. Ouais, de créer ce manque-là. Et puis, je crois qu'il y a plus. Non, mais c'est très important d'en sortir aussi de Porquerolles, parce que du coup, autrement, ils y invitent quelques œillères et tu y a un petit peu de nombrilisme qui apparaît, et tu te crois un petit peu le centre du monde et tu oublies un peu ce qui se passe ailleurs. Donc c'est bien de partir pour mieux en profiter et pour mieux apprécier. Voilà. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu as une saison que tu préfères sur l'île ? Ouais, clairement, moi c'est l'automne. C'est l'automne, c'est à partir de maintenant jusqu'à Noël. On va dire l'automne un peu italien, mais maintenant jusqu'à Noël, c'est ma saison préférée. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison ? C'est parce que du coup c'est un moment de calme, puis il se passe plein de choses sur l'eau et sous l'eau que j'aime bien. Après on va peut-être, ce serait long de les évoquer, mais clairement moi c'est l'automne, et puis même ne serait-ce que pour les couleurs ou pour ce qui se passe aussi sur l'île, hein, pas forcément sur l'eau, sous l'eau, tout ce qui se passe dans la forêt, le retour de la pluie, la forêt qui se remet un petit peu à être tranquille, avec les champignons, etc., les promenades, clairement c'est l'automne. Et est-ce que tu as un endroit préféré sur l'île, un ou plusieurs endroits ? Un ou deux endroits, il y a plein d'endroits que j'aime bien en fait, mais qui vont un petit peu varier avec la saison en fait. Non, c'est plus des moments ponctuels par rapport à la saison. Non, il n'y a pas d'endroit vraiment. Non, ça correspond. C'est des endroits qui vont correspondre à des moments ou à des saisons. À la limite, c'est presque dans l'instant, quoi. Il faut que tout soit bien combiné. C'est exactement ça. Il faut que ça soit. Je te dis, ça correspond à des moments, à une saison, à température d'eau, une température de peu importe, à un moment du vent. Pour toi, ça t'évoque quoi la Porquerolles authentique ? Il y en a beaucoup qui parlent de cette Porquerolles authentique, peut-être qui serait un peu en train de se perdre ou pas. Est-ce que pour toi, ça évoque quelque chose ou pas ? Bon, bien sûr, ça évoque quelque chose, bien sûr. Moi aussi, je pourrais aller dans ce sens. Après, je me dis que peut-être que si on avait fait la même chose en 1950, j'aurais pu te dire exactement la même chose en disant avant c'était mieux. Donc ça, je sais pas vraiment jusqu'à quel point c'est vrai, avant c'était mieux. Bon, moi, par rapport à mon activité qui n'est pas, on va dire, directement liée au tourisme, bien sûr, des fois, je souffre un petit peu des orientations qui sont prises par Porquerolles au niveau de l'accueil. Hein. Là, je pense que quand même, il y a quand même des problèmes de surfréquentation, là, surtout au mois d'août. Mais bon, c'est des problèmes qui commencent à être un petit peu observés, qui vont peut-être être réglés. Mais autrement, le Porquerolles authentique, pour revenir à ce que tu disais, si on me demande, moi, mon avis, moi, j'aurais préféré connaître Porquerolles, on va dire, dans les années 1950, entre les années 1950 et 1970. On t'en a parlé de cette époque ? Bon, on en a parlé, et puis après, je la regarde aussi à travers des différents documents, et je pense que c'est celle qui m'aurait correspondu le mieux, je pense. Mais après, peut-être que si j'avais été à ce moment-là, je me serais plaint en me disant... 20 ans derrière. Ouais. Donc, parce que quoi ? Parce que ça t'évoque quoi ? Une vie de village un peu plus riche, dense, vraie ? Clairement, il y a ça, hein, une vie de village, une vraie vie de village. Et puis c'est aussi une époque qui, globalement, je pense, alors on parle de 1950 à 1970, hein, qui était assez simple, hein, pour tout le monde, où tout le monde était assez enjoué, et puis du coup, si j'aurais bien aimé connaître ce moment-là, mais pas forcément qu'à Porquerolles, hein, d'ailleurs, globalement, hein, où il y avait, là aujourd'hui, on est quand même inondé par des problèmes et des constatations qui sont un petit peu alarmistes, hein, quand même, et justement, je me dis là, les pauvres enfants qui arrivent là, ils ont du boulot, hein. Ils ont du boulot. Tu penses aux problématiques environnementales, peut-être aussi à la surconsommation. C'est un sujet qui touche sa vie, donc j'imagine qu'il doit y avoir quelques... Exactement. Et puis même globalement je pense que sur la Terre entière, il ne faut pas avoir fait 12 ans d'études pour comprendre que ça commence à poser problème un petit peu de partout, et qu'il y a tout qui est en train de partir un peu en torche là. Sur la vie insulaire, on dit qu'elle peut fasciner autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon toi, sa particularité en termes peut-être d'espace, de temporalité, de vie en communauté ?
Qu'est-ce qui est différent de la vie sur le continent ici, pour toi? Alors, du coup, ça c'est des trucs sur lesquels on réfléchit souvent, on me pose souvent la question. Je pense qu'au niveau de on va dire, du fait qu'on ne soit pas vraiment anonyme, parce que c'est un petit village sur une île, je pense qu'on peut retrouver ça partout dans des villages de montagne ou même des villages de campagne. Donc c'est pas forcément un critère que je retiendrai. Moi, ce que j'aime sur mon île, outre le fait c'est quand même un petit endroit paradisiaque du fait de sa géographie, de son relief, de son implantation, etc. C'est le côté défini en fait dans l'espace. Et c'est ça que j'aime bien. Je peux dire, à un moment tu peux te dire, voilà, c'est délimité. Et je pense qu'à un moment tu peux dire, je connais mon territoire, je le connais bien, quoi. En tout cas, j'en connais les contours. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je pense que c'est ça qui m'intéresse et qui m'attire. Hein. Après, il y a, comme tu as dit, tout le côté village, que moi j'adore, et qui est malheureusement en train de se perdre quelque part. Bon, ça c'est une problématique classique des endroits qui sont fréquentés, qui ont une très grande fréquentation touristique, puisque c'est le prix de l'immobilier qui augmente, donc des jeunes qui peuvent plus s'installer et qui se déplacent sur le continent, et donc moins d'enfants, et bientôt quelque part peut-être plus d'écoles. Et alors là c'est juste top et fin si l'école disparaît. En plus, on a des exemples sous les yeux, là, au Levant et à Port-Cros. On a vu ce qui s'était passé récemment et on voit le changement radical. Et puis après, ce que j'aime aussi, c'est ce que je te disais, là, tous les codes d'une île et qui sont universels, en fait. Ces codes. Quand tu dis universel, que tu retrouves sur d'autres îles? Sur toutes les îles, quasiment sur toutes les îles. Plus ou moins toujours les mêmes codes toujours plus ou moins les mêmes fonctionnements au niveau des habitants, même si ça peut être on peut parler de Sainte-Marie à Madagascar, des endroits comme ça, on retrouve des fonctionnements similaires sur une île quand même, parce que c'est des gens quelque part qui ont été attirés par l'endroit de façon similaire, je sais pas, mais en tout cas c'est des codes qui sont universels, même qui marchent très bien en Bretagne, enfin on va dire sur des îles de taille similaire, on parle pas de la Corse et de la Sicile. Tu as des exemples de ces choses où quand tu es arrivé sur d'autres îles, tu te dis mais c'est comme chez nous ça. Non mais c'est tout on va dire c'est toujours le même principe, ça va être des bars, ça va être les ports, ça va être les fêtes, les gens qui font les associations, etc. Les gens qui s'occupent des associations, c'est toujours les mêmes genres de personnes en fait qu'on retrouve et donc c'est facile d'appréhender dans le sens que en fait tu connais parfaitement le fonctionnement de choses, donc c'est facile d'appréhender et même de créer du lien, quoi, du coup, parce que tu auras l'approche pertinente et du coup tu choqueras pas, tu seras pas complètement déplacé et du coup même la personne, ton interlocuteur du moment, il sentira naturellement le fait que tu es un petit peu dans le bon timing, quoi, on va dire. Alors tu vis au sein d'une petite communauté, les Joyeux, à Porquerolles, qui est en soi déjà une communauté. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur les Joyeux? Est-ce qu'il y a des règles qui régissent la vie au sein des Joyeux? Ou est-ce que c'est plutôt le partage d'une philosophie de vie, ou les deux peut-être? Non, en fait les Joyeux, c'est pour te décrire rapido, c'est un ensemble de petits logements là qui sont périphériques à une cour qui est, on va dire, un peu coupée du reste du village. Dans ces petits logements, c'est que des personnes de notre famille, donc des oncles, des tantes, des parents, des grands-parents, etc. C'est une petite communauté, on va dire, qui fonctionne relativement bien parce qu'en fait elle est bourrée de codes. Alors quand tu vas rentrer dans la cour, tu vas avoir l'impression que c'est une espèce de bordel qui est point, mais en fait c'est un bordel totalement organisé et qui est bourré de codes en fait. Et on va dire la bonne entente générale vient du fait que tout le monde respecte ces petits principes qui sont discrets et ça fait, le résultat est assez extraordinaire dans le sens que ça fait une grande famille qui s'entend bien et qui vit plus ou moins ensemble ponctuellement sur la saison estivale, parce c'est pas tout le monde qui habite à l'année. Ça oscille de combien à combien, par exemple? Au moment de creux, vous êtes combien? Et au pic de l'été, vous êtes combien? Alors au moment de creux, on est... les enfants sont partis sur le continent pour leurs études, donc ils font plus partie à l'année. Nous, on est Sabine, moi, son frère Elie, qui travaille avec moi pour la société phare, et très souvent la maman de Sabine. Donc ça, c'est le petit noyau fixe, on va dire, qui habite à l'année à Porquerolles. Et après,
beaucoup de personnes qui se greffent beaucoup de personnes de la famille qui ont presque une pratique 6 mois, mais pas 6 mois d'un coup, 6 mois qui vont être répartis sur plusieurs moments de l'année. Alors on dit que l'île, l'hiver, elle revêt un tout autre visage et on entend souvent qu'il faut avoir passé 1 ou 2 hivers complets sur l'île pour prétendre connaître la vie sur l'île. Il y a un habitant de Porquerolles qui disait il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu trouves que les hivers peuvent être longs et rudes ? Et si tu penses qu'il faut un trésor pour passer un hiver à Porquerolles, est-ce que toi tu l'as trouvé, le tien ? Un trésor, je sais pas, c'est pareil. En tout cas, du coup, je crois quand même qu'il y a une grosse différence avec les gens qui ont passé, comme tu dis, au moins 2 années pleines à Porquerolles. C'est parce que du coup, ils comprennent le fonctionnement d'une île, du fait que ils vont se retrouver à un moment calme qu'avec les Iliens. Et non, je crois que c'est important, ouais. Même si ça paraît un petit peu anecdotique et peut-être un peu dérisoire de dire ça, mais je crois que c'est important que les gens y passent une des années pleines à Porquerolles. Après, il y a une période que je trouve compliquée, qui est dure, c'est la période de janvier-février, où la météo n'est pas forcément sympa, il fait frais, il fait froid, il se passe plus grand chose ni au niveau de la mer ni au niveau de la terre, et tu es un petit peu en attente d'un redémarrage de tout ça là. Et souvent le problème c'est que ça redémarre, la saison touristique redémarre avant la nature, et du coup t'es un petit peu, c'est pour ça que moi tout à l'heure quand tu m'as demandé ma saison préférée, je t'ai répondu l'automne, parce que le printemps des fois il était presque un petit peu volé, dans le sens que tu l'attends avec impatience, et en fait au moment où il apparaît tard en fait, le printemps, parce que comme on est sur une île, on souvent aussi tributaire un petit peu de la mer, et la mer elle se calme, on va dire, au mois de mai, en tout cas au mois de mai, donc tout a démarré, et la saison touristique a largement démarré au mois de mai, donc tu as un petit peu l'impression de ces petits moments de bonheur que t'attendais, tu as l'impression qu'on te les fauche un peu, voilà. Mais le fait de passer une année entière sur l'île, je crois que c'est très important si tu veux vraiment comprendre le fonctionnement de l'endroit, et puis pour essayer de comprendre aussi s'il peut te correspondre, s'il peut te correspondre, parce qu'il y a plein de gens qui disent ça doit être trop bien de vivre à l'année. Bon là, à partir de ce moment-là, tu sais si c'est trop bien ou pas. Ouais. Tu peux répondre. Le cadre estival n'est pas forcément le cadre à l'année, ça c'est sûr. Et sur quelque chose d'un peu, est-ce que tu penses qu'il faut une force particulière, sans parler d'un trésor, justement, pour passer ces mois, peut-être de décembre à mars, qui sont... Alors, moi j'ai la chance de travailler, mais j'ai surtout la chance d'être dans un endroit que j'aime, avec quelqu'un que j'aime, et donc ça aide beaucoup quand même, pour l'équilibre. Ça aide beaucoup pour l'équilibre. Et après, je pense qu'il faut clairement que ça te corresponde, une espèce de petite vie de village, mais qui est quelque part la même que dans un village de montagne. Je pense que par exemple, les gens qui disent je ne pourrais pas vivre ici parce que j'aurais pas accès à la culture, par exemple, je pense que ça c'est pas vrai, dans le sens que nous, mine de rien, on a un quart d'heure du continent. Il y a des navettes quasiment tout le temps, même maintenant l'hiver. On va dire, c'est pas tout le temps, mais il y en a quand même beaucoup, même en hiver. Et donc si tu as envie d'aller au cinéma, si tu as envie d'aller faire des courses, si tu as envie d'aller dans un musée, je pense qu'entre Toulon, Marseille, Nice, clairement, tu as quand même l'embarras du choix. Donc c'est à vivre dans un petit village loin pas forcément très loin d'une métropole. Voilà, tu es à une demi-heure de tout ce que peut offrir une ville, où tous les commerces, les cinémas, les théâtres, les musées que peut offrir la côte entre Marseille et Nice. Est-ce que, comme Sabine, est-ce qu'il vient un moment où il devient vital de prendre un peu de distance avec l'île ? Il vient. Non, alors clairement, il vient un moment. Le problème, c'est que souvent, tu t'en aperçois quand c'est trop tard. Que c'est trop tard. C'est au moment où tu le prends, ce moment où tu dis vraiment tu t'es dit, mais en fait, je l'ai pris beaucoup trop tard, ce moment-là. C'est pour ça parce que comme je te disais, quand tu restes trop longtemps sur Porquerolles, ou dans un endroit qui est quand même assez circonscrit, et que ce soit au niveau de la population, au niveau du niveau géographique, tu commences un petit peu à bloquer sur des problématiques qui ont pas vraiment lieu d'être. Donc tu perds un peu cette ouverture d'esprit qui fait quelque part ton équilibre. Donc et tu te rends pas forcément compte que tu commences à avoir des œillères qui se referment, et c'est quand tu commences à être complètement bête que tu j'ai attendu trop longtemps. Non, mais c'est ça, vous êtes vigilant entre vous, justement, avec Sabine. Il y a un moment où vous dites là, tu tournes en rond, il est temps qu'on y aille. On essaie d'être vigilant, d'un pour sûr. Non, mais par contre, il y a un truc qui est très pratique, c'est que
tu peux facilement, si tu veux, Porquerolles, il y a un truc très intéressant, c'est souvent le cas des îles en général, des petites îles, c'est que tu as moins de nuisances que sur le continent. C'est-à-dire que moi, quand je vais travailler, quand je mets 2 minutes pour aller travailler, j'ai mis longtemps quand même. Quand je mets 2 minutes, j'ai mis longtemps. Donc si tu veux, il y a un espèce de gain de temps journalier pour une multitude de choses, que ce soit pour aller chercher tes enfants à l'école, pour aller travailler, pour aller faire tes courses, ou pour aller même prendre un moment de plaisir. Tu gagnes beaucoup de temps, donc ça te permet quand même de formaliser des projets. Il te reste du temps en fait sur la journée. Alors on parlait tout à l'heure justement de l'été, du fait que l'île elle a quand même vraiment un autre visage l'été. Ça peut monter jusqu'à 12, j'ai même lu 15 000 touristes par an, ce qui est colossal quand on sait que l'hiver, on est sur un village de 300 habitants. Comment tu vis intérieurement cette rupture entre la vie l'hiver, en tout cas au printemps, et la vie l'été, où ça arrive vraiment, c'est progressif par les week-ends, mais finalement, au bout d'un moment, c'est quand même assez violent. Est-ce que tu adaptes ton mode de vie pendant l'été et comment tu le vis? Est-ce que tu deviens philosophe et voilà. Par la force des choses, je deviens un peu philosophe, on va dire. En fait, la saison touristique, comment elle s'organise, comme tout à l'heure on a évoqué le printemps là. Alors il y a une espèce, on va dire, d'agression sur les premiers beaux jours, qui est vécue comme une agression en fait, parce que tu vas passer de rien à une fréquentation qui, alors on n'est pas à 15 000 bien sûr, mais qui a quand même une fréquentation qui va s'approcher de 5 ou 6 000 personnes par jour d'un coup. Et ça du coup c'est assez violent, c'est assez violent à vivre. Donc les week-ends de mai, de pendant... Des premiers très beaux jours qui vont venir d'un coup, ça peut être à Pâques, ça peut être à mai. Ça tu le vis comme une agression. Après tu sais que c'est parti, que ça va durer un certain temps. Du coup tu vas t'en accommoder parce qu'il y a quand même plein de côtés positifs aussi. Tu retrouves plein de gens que t'aimes bien, des conditions météo que t'aimes bien aussi, etc. Tu vas te sortir d'une espèce de torpeur qui commence à te peser. Donc là-dessus, on va pas non plus tout jeter à la poubelle. Et après, de toute façon, tu le connais aussi, à cette période, on va dire, donc à partir on a ces gros week-ends de mai. À partir de mai, on va avoir une saison touristique qui va s'amplifier petit à petit jusqu'à ce mois d'août, qui pose clairement problème au niveau de cette fréquentation qui est, on va dire, qui est pas correcte dans le sens que l'île, ne serait-ce que par, on va dire, si on réduit ça au niveau commercial, elle est plus capable d'accueillir autant de personnes. Et elle, au niveau de sa gestion interne, au niveau de la flore et de la faune, elle est pas capable non plus d'absorber ça. Donc ça se ressent, et en plus ce qui est quelque part dommage, c'est on est dans un parc national, dans un endroit pétri d'interdictions, etc. Du coup, tout le monde fait des efforts pendant quasiment 11 mois, et là, en 3 semaines, 4 semaines, on va dire que tout est un peu piétiné et réduit à néant. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est quand même une constatation générale. Alors après, il y a toujours ce problème de comment tu réduis la population, par quel levier. Sur cette question de l'hyperfréquentation, tu as une position? Toi, tu penses qu'il faudrait réguler justement? Là, on a une navette là, qui passe au large. Est-ce que tu trouves qu'il y en a trop? Est-ce qu'il faudrait mettre... on parle de maintenant de réserver en amont en ligne. Est-ce que tu penses que ça, c'est des solutions et de mettre des limites en fait? Je crois que de toute façon il va falloir mettre des limites, que ça soit. Je pense qu'on va être obligé de mettre des limites. Je pense que chaque année, le mois d'août, tout le monde serre un peu les fesses en disant ça va passer. Jusqu'à la chance, c'est passé. Je pense que ça peut être très très problématique. Aujourd'hui, le mois d'août sur Porquerolles, il suffit je t'évoquais un peu particulier, mais par exemple s'il y a un feu qui prend à la Licastre, par exemple, les pompiers ne pourront plus accéder à la plage de Notre-Dame. C'est une plage qui peut accueillir jusqu'à 3 000, 4 000, voire 5 000 personnes par jour. Vite, on peut se retrouver face à une énorme catastrophe. Donc chaque année, ça passe. Chaque année, on est content que ça soit passé. On ne se remet pas en question, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup trop de monde en août. Voire un petit peu trop de monde, même sur les fins juillet. Bon, ça, c'est mon appréciation personnelle. C'est peut-être pas forcément la meilleure. Après, partagé en tout cas. Oui, qui est partagé par un certain nombre de personnes, mais pas par tous, tu le sais aussi. Tu le sais aussi. Après, comment moi je m'adapte? Sûr que je m'adapte, sûr que je deviens un petit peu philosophe et que mine de rien, ce serait un peu gonflé de ma part de me plaindre. Mais ce qui est paradoxal en août, c'est qu'on a quand même juste un tourisme qui est totalement balnéaire, et du coup tu te retrouves
tu peux retrouver des endroits de l'île qui vont être quasiment désertés, des petites calanques, des criques qui vont être quasiment désertés, et ça tu vas le retrouver en août. Et pas forcément au mois de mai, quand tu as une fréquentation un petit peu plus diversifiée. C'est-à-dire que tu vas retrouver avec des gens qui viennent un peu randonner. Des gens qui viennent randonner, des amoureux de la nature, des plagistes aussi, etc. Mais du coup, tu vas retrouver des gens partout, quoi, partout sur l'île. Et c'est vrai que tu as raison, paradoxalement, on peut se retrouver plus tranquille au cœur de l'île au mois d'août que, bon, alors c'est jamais affluence non plus, même au mois de mai, hein, mais je suis d'accord avec toi que, en fait, les gens investissent les grands axes. Hein. Ouais. Ils se concentrent uniquement sur les c'est un tourisme balnéaire, hein, c'est de plagistes et c'est tout le monde sur la plage à des heures assez précises en plus. Et du coup, tu peux te retrouver, si tu as la chance de pouvoir dormir ici, tu peux te retrouver facilement hors circuit de ces moments de grande surfréquentation. Après, bien sûr, il y a toujours la problématique du village qui tourne un petit peu 24/24 et ça ne lui correspond pas du tout. De toute façon, tu le vois aussi, hein, l'état du village, le niveau de saleté, le niveau de nuisance qui est quand même juste qui valide le fait qu'on laisse venir trop de monde qu'on ne peut pas accueillir, quoi. Enfin, à quelqu'un qui voudrait venir passer une journée sur l'île, alors il fait partie des gens qu'on vient de voir passer là sur la navette, mais qui souhaite vraiment saisir quelque chose de la Porquerolles authentique, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Est-ce que tu auras un itinéraire ou peut-être un état d'esprit seulement à lui conseiller? Après, ça dépend franchement de la personne. Après, c'est sûr que si la personne elle me touche, que ce soit en termes de promenade ou en termes de journée à la plage, après c'est sûr. Qu'est-ce que je lui conseillerais là précisément, tu me dis? Ouais, qu'est-ce que tu lui dirais? Admettons, c'est un ami, quoi. Il vient passer une journée, malheureusement, il peut venir que le 10 août. Clairement, je l'enverrai sur une calanque ou une crique. Ouais. Après, parce que aussi, je sais que mes amis aiment ce genre d'endroit aussi, tu vois. Et qu'ils recherchent ce genre d'endroit. Et puis après même au niveau du cheminement pour y accéder, tu sais aussi, tu peux facilement sortir des grands axes principaux et te retrouver au calme à te faire une petite promenade à pied alors, pas en vélo. Hein. Non, je crois pas. En vélo, c'est quand même, tu vois, en vélo en août, c'est. Ça va être dit quand même méchant, hein, le vélo. Ouais, puis c'est compliqué parce que à la fois tu te déranges et t'es dérangé, donc voilà. Si on évite un petit peu ces moments-là. Maintenant, si tu veux faire du vélo, il suffit d'attendre 18h et tu seras tranquille sur quasiment tous les chemins. Hein. Comment tu vois l'île évoluer et quel regard tu portes sur ces changements? Alors moi, sur l'île de Porquerolles, je suis extrêmement déçu de son évolution dans le sens, par rapport aux grands changements, comme tu dis, dans le sens que je pense que Porquerolles devrait être exemplaire. Parce qu'à Porquerolles, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à Porquerolles par rapport au fait que c'est souvent médiatisé, hein, et que c'est un endroit un peu paradisiaque. Et on aurait les moyens, je crois, que ce soit humain ou financier, de faire quelque chose d'exemplaire, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau du port, que ce soit au niveau de la protection de la posinodie, des plages, etc. Et bon, là, c'est un vaste sujet, mais je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas une espèce de synergie de toutes ces institutions, toutes ces instances qui viennent, on va dire, se servir de Porquerolles ou essayer d'aider Porquerolles, mais qui se rejoignent pas, puisqu'elles ont plus ou moins tous les mêmes objectifs, au même titre que les habitants, hein, d'essayer de faire un endroit le plus parfait possible. Je pense que s'il y a un endroit où on pourrait réussir, ça serait bien Porquerolles, mais c'est assez décevant le résultat, mais de toute façon je pense que tu constates comme moi. Hein, c'est lié à des enjeux économiques. Des enjeux économiques, des lourdeurs administratives, des incompétences, une somme de choses. Par exemple, tout est classé, tout est figé au niveau du village par rapport au bâtiment de France. Non mais tu vois le port là qu'on a sous les yeux, ça devrait être un endroit exemplaire. La terre entière devrait se déplacer pour voir comment on fait un port avec tous les moyens, toutes les velléités, toutes les compétences qui gravitent autour de ce genre d'endroit. On devrait avoir un endroit exemplaire, par exemple. T'entends quoi par l'exemplarité? Pour toi, ce serait quoi un port exemplaire, par exemple? Bon, juste le fait de travailler, par exemple, sur la flotte, sur l'électricité, sur tout ce qui est rejet de bateaux, hein, puisqu'on a quand même un port qui est en train de se transformer quasiment en zone d'hôtellerie, hein, on va dire presque, hein, puisqu'il y a énormément de bateaux qui sont loués en chambre maintenant. Et enfin, ça c'est interdit, hein, sur le papier. Tout ce qui est rejet dans le port, parce qu'il faut savoir qu'un port c'est un endroit où normalement les poissons se reproduisent et évoluent et
se multiplient. En fait, toutes les idées qui sont mises en place dans certains ports, on devrait les rejoindre, je pense, sur un endroit comme Porquerolles. C'est facile à mettre en place et c'est pas fait malheureusement. On parle du port, mais il y a plein d'autres sujets. Une certaine déception, mais t'es optimiste? Est-ce que tu vois quand même des impulsions qui peuvent faire changer les choses? Bon, il y a des choses où je suis déçu, il y a des choses où je suis optimiste. De toute façon, la preuve, c'est que je suis partie prenante de plusieurs associations et groupements, etc., qui ont des velléités de faire évoluer les choses. Donc, je fais pas juste que me plaindre. J'essaie aussi de faire avancer un petit peu les choses. Mais mais globalement, je suis assez déçu, clairement. Ne serait-ce que je te dis par rapport à tout ce qui est déchets, je pense qu'aujourd'hui, Porquerolles, c'est pareil. Ça devrait être exemplaire, quoi. Et là, on est juste très 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 en retard. Non, là où on est quand même, où il y a des choses qui sont quand même positives, je pense au niveau du traitement des plages, on en a parlé. Les arrière-plages, comment elles sont traitées, je pense qu'il y a quand même des progrès qui sont faits. Non, pour moi les gros points noirs, c'est tout ce qui est déchets, c'est le port de Porquerolles et c'est la surfréquentation de Porquerolles. Aussi le gros point noir qui est en train de se préciser, c'est toute la question de la flotte et de l'énergie. Où là par exemple sur un endroit qui est complètement circonscrit comme ça, on devrait se forcer à faire des progrès, on devrait quantifier les progrès parce que c'est facile quand même. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a une inertie. Alors il y a bien sûr qu'il y a des gens qui travaillent dessus depuis très longtemps. Le seul truc c'est que depuis plusieurs années on te demande de faire des efforts, tu fais des efforts et tu n'as jamais le retour de ces efforts. Et pour l'électricité je pense que c'est pareil et je pense que surtout qu'on a d'autres solutions aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'eau ou de l'électricité, pour essayer d'améliorer le bilan. Tu parlais d'associations, tu fais partie d'associations qui travaillent sur ces sujets? Tout à l'heure tu as dit que j'étais inscrit pour le secours en mer, donc ça on va dire que c'est mon assoce référente et principale. Après je fais partie de beaucoup de groupes de discussion, etc. Au sein de différentes associations, mais plus on va dire comme consultant ponctuel, je suis pas un leader de ces associations, quoi. Par contre ma femme oui. C'est bien, chacun son rôle et puis chacun ses sujets. Bon, il y a eu l'installation de la fondation Carmignac, donc avec l'inauguration l'année dernière. Comment toi tu as vécu ça? Et je ne sais pas si tu as été visiter cette fondation. Est-ce que tu penses que cette fondation apporte quelque chose à l'île? Qu'est-ce que tu en penses de la fondation Carmignac? Je pense que oui, ça apporte quelque chose à l'île, donc pour faire court. Après la période de travaux et toute cette période de questionnement sur le devenir de l'endroit, etc., ça c'était typiquement, tout à l'heure on parlait de l'hiver à Porquerolles, c'est typiquement un sujet qui était intéressant pour les hivers porquerolais. Parce que bon, après c'est vrai qu'il y avait une vraie nuisance, et puis des vraies questions, parce que du coup c'était une telle machine, telle usine à gaz que tu pouvais te demander un petit peu où est-ce qu'on allait. Bon, après le résultat du coup aujourd'hui, on est invité et reçu et accueilli dans un endroit qui correspond encore à l'esprit initial du lieu. Donc moi je crois que le bilan il est assez positif, même complètement. Enfin pour ma part il est complètement positif. Dans quel sens ça va faire prendre une direction à l'île, puisque comme tu n'es pas censé ignorer que le domaine de l'île, donc un autre domaine de vin, a été racheté par des gérants, des investisseurs de Chanel. Alors est-ce que c'est une direction générale sur les grands investissements de Porquerolles qui va être prise? Je sais pas. C'est pareil, je pense que ça va faire débat cet hiver. On va voir quel genre de direction on prend, puisqu'en plus dans ce cas, puisque Porquerolles c'est spécialiste aussi des bruits qui courent, et il y a des bruits qui courent, pas non plus voiler la face, des bruits qui courent sur le fait que le langoustier pourrait suivre le même, l'hôtel du langoustier pourrait suivre le même chemin et être racheté par je sais plus qui d'ailleurs, peut-être LVMH ou quelque chose comme ça. Donc est-ce que c'est une vraie direction que prend Porquerolles? Ce serait pas la première fois qu'elle change de direction, pourquoi pas? T'as été visiter les expositions ou pas? Ouais, je suis allé voir les expositions. Bon, comme beaucoup de personnes, d'abord j'étais, on va dire, mais quasiment subjugué par la première, parce que par le lieu, etc. Qu'on attendait depuis 4 ans. L'inauguration, t'as été à l'inauguration où ça avait été très très bien fait d'ailleurs, pour nous mettre dans la meilleure disposition. Après bon, comme beaucoup de monde, moi je suis un petit peu déçu. Alors peut-être parce que j'ai pas l'habitude des expositions d'art contemporain, de l'exposition de cette année, un petit peu déçu, on va dire. Moins grand public. Ouais, globalement, bon après il y a plein d'endroits qui restent magiques, et comme je te dis, nous on a la chance de pouvoir y aller quand on veut gratuitement. Ponctuellement, il y a plein de choses qui restent magnifiques, donc on a la chance de pouvoir aller à la Fondation Carmignac pour voir un truc, une œuvre, pendant 5, 10, 1 heure, 3 heures si on veut, et on a le droit on a cette chance-là. Donc ça c'est pas mal quand même, Est-ce que tu aurais un vœu à formuler pour Porquerolles et ses habitants pour les 20 prochaines années?
Et je te l'ai un petit peu évoqué, hein, j'aimerais quand même qu'on arrive à mettre en œuvre tous ces espoirs de deal exemplaire et deal parfait. Hein, qu'on arrive un petit peu à réguler cette fréquentation qui est un peu abusive et qu'on prenne des vraies bonnes directions en tout ce qui est relatif à tous les enjeux climatiques, etc. Et on a moyen de faire avancer globalement les choses, pas qu'à notre niveau, d'être précurseur. Moi, c'est ce que je te disais, on devrait être exemplaire, hein, on devrait être cité en référence systématiquement, hein, et c'est loin d'être le cas. Quelle est ta définition du porquerolais? La définition du porquerolais, j'en sais rien. Après, je vais te dire un truc bon, déjà, moi, je pense que, comme je te dis, j'ai vécu plus longtemps à Porquerolles que sur le continent, donc je pense que là, je commence à être un peu porquerolais dans l'âme. Et après, je sais pas à quel moment, porquerolais, peut-être pas porquerolais, peut-être ilien, on va dire. Et je pense que quelqu'un qui dit ilien, c'est quand elle a plus envie de rajouter des distances aux amarres qui te retiennent au continent plutôt que de tirer sur ces amarres, on va dire, tu vois. Ça, quand la personne qui devient lien, quand elle commence à avoir envie de s'écarter, pas de couper les liens qui te retiennent au continent, mais quasiment, quoi, en fait, qu'ils soient les plus longs possibles, on va dire. Les plus longs possibles, tout en restant assez proche, hein, on est d'accord, hein. Petit confort. On garde en contact un petit peu de temps en temps. En évoquant Porquerolles, alors on parle d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'Or, toutes ces images un peu idylliques. Un peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait pour toi l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles? Quand tu es loin de l'île et que tu penses à Porquerolles, qu'est-ce qui te vient immédiatement à l'esprit? Est-ce que tu as une image ou... Enfin, une image, pas une image, c'est un mot, c'est l'équilibre en fait à Porquerolles qui fait le fait qu'elle soit aussi médiatisée, enfin aussi vendue dans tous les sens. Je fais le tour de beaucoup d'endroits, on va prendre que la Méditerranée, hein. Alors ponctuellement, tu as plein d'endroits qui vont être plus jolis, plus grands, plus profonds, plus beaux, plus ce que tu veux. Mais Porquerolles, clairement, c'est son équilibre en fait. Il n'y a pas vraiment de fausses notes à Porquerolles. À part les quelques-unes qu'on vient d'évoquer, là, qui sont pas forcément apparentes tout de suite, mais c'est ça qui fait son côté parfait et son charme, je crois. Hein. On va rester sur cette belle notion d'équilibre à maintenir le plus longtemps possible. Bon, il y a les cloches qui nous ramènent à la réalité et le bruit de la navette. Donc merci beaucoup Raphaël pour cet échange. Plaisir, peut-être qu'il faudra le croiser avec celui de Sabine pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Vous êtes globalement sur la même longueur d'onde, c'est rassurant. Merci à Raphaël pour sa vision à la fois sensible et engagée, qui traduit bien son attachement et sa connaissance de l'île. Et merci à vous d'avoir écouté Fragile. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des commentaires, des encouragements, des mots doux, alors j'en profite pour vous dire un grand merci. Je les lis tous et ils me font super chaud au cœur, alors surtout, continuez. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, les liens vers les ressources dont nous avons parlé, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours immensément plaisir de vous lire. Dans le prochain épisode, je reçois une invitée un peu spéciale, chère à mon cœur car elle m'a beaucoup aidée dans ce projet de podcast. Discrète, sensible, elle insuffle avec délicatesse une énergie joyeuse dont elle seule a le secret dans la vie associative porquerolaise. Amoureuse des lettres, elle manie la plume avec brio. Monique Ribis sera la prochaine invitée de Fragile dans 15 jours. J'ai hâte de vous la présenter. À très bientôt.